Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Hugo et sur cette chaîne, on va découvrir ensemble le monde du design industriel. Donc on va voir ce que font les designers, c'est quoi leur métier, comment ils fabriquent les objets, comment ils les pensent, les contraintes, etc., etc. Donc ça peut aller de tout et n'importe quoi, ça peut aller de ta paire de chaussures, ça peut aller d'une lampe, d'une chaise, un micro, un plug anal, j'en sais rien, bref, tout. Aujourd'hui on va parler du mec qui a réussi à sauver Apple de la mort. Alors je parle ni de Steve Jobs ni de Steve Wozniak, mais du mythique designer d'Apple, Jonathan Ive. Alors si tu sais pas qui c'est, ou que tu vois à peu près qui c'est mais sans plus, c'est parfait, parce que dans cette vidéo, on va voir comment il est rentré chez Apple, on va voir son parcours, et comment il a réussi à sauver Apple de la mort. C'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Bon, je vais pas t'emmerder avec 1000 dates si c'est pour que tu les oublies juste après la vidéo, donc je vais essayer de faire assez bref. Jonathan, il est né dans une banlieue de Londres le 27 février 1967, donc en gros aujourd'hui il a 54 ans. À l'école, il est rapidement diagnostiqué dyslexique, tout comme l'était Steve Jobs d'ailleurs, et arrivé au lycée, il est comme tout le monde, il est paumé de chez paumé, il sait absolument pas quoi faire de sa vie, jusqu'au jour où il va se découvrir une passion qui va changer sa vie. Cette passion, c'est pas le design, c'est l'automobile. C'est d'ailleurs ça qui va le pousser à devenir designer. Et retenez bien que l'automobile c'est sa passion parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est plutôt en phase avec ça. Donc Johnny, il va s'inscrire à l'école de Polytechnique de Newcastle pour y apprendre le design. Et déjà, à cette époque-là, c'est un vrai crack. Le mec, il baise tout le monde. Il remporte des prix et il se fait hyper vite remarquer par des agences, par des profs et par des mecs du design de l'époque. Parce que il faut savoir que Lustig, c'est un barge. Et c'est un grand malade, c'est un maniaque de la perfection et du détail. Dans son bouquin, il explique qu'il passait des heures et des heures à faire des maquettes, à les polir, à les peindre et à les rendre les plus nickel possible pour que ça ressemble à un vrai produit fini. Et d'ailleurs, plus tard, il dira « J'ai réalisé que ce qui était vraiment important, c'était le soin qui était apporté aux choses. Ce que je méprise vraiment, c'est quand je ressens une certaine négligence dans un produit. » Enfin bref, là je m'égare un peu, je vais un peu trop loin. Donc on va revenir à ses études, il obtient son diplôme large, vraiment haut la main, tranquille, et direct après ça, il rentre dans une agence de design londonienne qui s'appelle Tangerine. Et c'est là qu'il va découvrir pour la première fois sa future entreprise, Apple, où il sera designer consultant pour développer la gamme PowerBook. Donc en gros, Apple appelait Tangerine pour déléguer la phase de design des PowerBook. Donc les années passent, et Jonathan Ive étant un vrai psychorigide du détail et un vrai petit génie quand même du design, on va pas se le cacher, il sera recruté par Apple en 1992. Et c'est là que l'histoire devient hyper intéressante. Donc voici comment Jonathan Ive a réussi à sauver Apple de la mort. À l'âge de 27 ans, en septembre 1992, Jonathan Ive quitte officiellement Londres pour se rendre en Californie et bosser à temps plein en tant que designer chez Apple. Sauf qu'en 92, Apple, c'est de la merde. C'est nul. Vraiment nul. Avant d'être une entreprise qui gagne environ 30 millions de dollars par heure, Apple est passé par une phase assez critique et à ce moment-là, ils se cassent sévèrement la gueule. Ils font clairement de la merde, Jobs il est plus là pour réparer les pots cassés, et en plus, les caisses sont vides. Donc, qui dit plus de fric, dit moins d'investissement, donc moins de temps pour développer les produits, donc forcément, à la fin, ça fait des produits de merde. Et vu qu'il n'y avait pas énormément de temps pour développer les produits, Jonathan et toute l'équipe des designers, ils étaient sous une pression énorme de la part d'Apple pour développer les produits hyper vite et pour essayer de sauver la boîte. Parce que Apple avait projeté dans les designers qu'ils allaient faire un produit miracle d'un coup comme ça pour espérer gagner de l'argent et sauver Apple. Sauf qu'un designer sous pression qui voit l'entreprise perdre de l'argent, il va pas faire des miracles. Jonathan Ive dira même dans la bio de Steve Jobs que Apple à ce moment-là n'accordait aucune attention aux produits, car tout ce qui importait, c'était d'augmenter les marges. Donc au fil des années, Jonathan, il essaye quand même de faire extrêmement bien son travail, parce que il est né pour ça, c'est un malade, avec un seul objectif, humaniser la technologie. Parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre un truc, c'est que les gens avaient peur de la technologie. Pour eux, c'était super compliqué, c'était moche, c'était assez ésotérique. C'était réservé qu'à une certaine élite. Et Jonathan Ive, il voulait complètement casser tout ça. Il voulait rendre accessible et il voulait rendre une humanité à la technologie. Et ça, il va pouvoir le faire grâce au retour du maître, Steve Jobs, en 1997. Steve, il va tout renverser en décidant qu'Apple ne vendrait plus que 4 produits pour faire moins, mais mieux. Et pour couronner le tout, il va donner les pleins pouvoirs, non pas aux ingénieurs, mais aux designers. Et ça, c'est rarissime dans une entreprise. Ça se compte sur les doigts de la main des entreprises qui font ça dans le monde. Parce que le mantra de Jobs à l'époque, et sa philosophie, c'était plutôt que de rivaliser avec des fabricants de PC de base comme Dell ou Compaq, pourquoi ne pas fabriquer uniquement des produits de première classe, avec des marges élevées,
afin qu'Apple puisse continuer à développer des produits de première classe encore meilleurs. Et pour réaliser cette vision-là, Jobs va recruter encore plus de designers pour qu'Apple arrête enfin de faire des produits de merde et sortir la tête de l'eau. Le design chez Apple devient donc hyper important et ça devient un pilier central de l'entreprise, et notamment grâce à un projet sur lequel Steve Jobs va tout miser, l'iMac. Et c'est grâce à ce projet que Jonathan Ive va réussir à sauver Apple de la mort. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que de base, l'iMac s'appelait pas comme ça, il s'appelait le Mac NC. Et le brief, c'était ça. Un produit tout en un, prêt à l'emploi, avec un design distinctif qui véhiculait l'image de marque d'Apple avec un prix de 1200$. Ils avaient 9 mois pour le faire. 9 mois. Alors, ça pourrait paraître beaucoup, 9 mois. C'est le temps pour faire un gamin. C'est rien. Dites-vous que pour fabriquer une chaise, à peu près, c'est entre 2 ans et 5 ans de dessin, de maquettes, de prototypes, etc. Là, c'est un ordinateur. Donc une chaise, il y a zéro techno. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de techno, il n'y a pas de prise, il n'y a rien. 2 ans à 5 ans pour une chaise, 9 mois pour un ordinateur, c'est des grands malades. Donc tu t'en doutes bien, ça a été quand même un peu l'anarchie. Johnny, il a réuni tous les designers et il leur a dit, les gars, les ingénieurs, on s'en fout de ce qu'ils vont nous dire, ce qui est possible ou non, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur le besoin des gens. Qu'est-ce que veulent réellement les gens? Et donc là, ils vont commencer à se poser des questions du genre, comment on veut que les gens perçoivent l'objet? Quelle partie de leur esprit on veut occuper, la partie rationnelle ou la partie émotionnelle? En gros, pour faire simple, ils voulaient tout simplement que l'ordi déclenche une émotion positive chez le consommateur. C'est tout. Ça paraît simple, mais c'est hyper compliqué. Et ça, c'est totalement nouveau. Car à l'époque, l'industrie informatique était inhumaine et froide. Tout était gris ou noir, avec des formes très brutes, voire coupantes. C'était une course à qui aura la plus grosse, sans forcément prendre en compte les besoins des gens. Et c'est ça qui est hyper important. Tu peux faire le meilleur produit du monde, si les gens ils s'en foutent, mais là je trompe pas. C'est beaucoup plus facile de vendre une béquille à un mec qui a mal au pied, plutôt que d'essayer de la marketer à tout prix, et en essayant de vendre une béquille à des gens qu'on n'a pas besoin, même si c'est la plus belle béquille du monde. Ça marchera pas, parce que t'en as pas besoin. Donc après tout ça, Jonathan Ive et son équipe, ils se sont mis autour d'une table, ils ont sorti les papiers, les crayons, et ils ont commencé à brainstormer. Et ils ont dessiné des centaines et des centaines de crowbars, et en essayant d'imaginer une machine qui dégagerait une positivité. Puis à force de sketcher, il y a une forme qui a pris le dessus. C'est la forme ovoïde. Et là, pas le temps de niaiser, tu vois, genre ils avaient que 9 mois pour faire le produit final, sinon Apple s'était terminé, donc ils se sont tous tapés dans la main, ils ont dit cool, cette forme, elle est trop bien, on la prend, go, c'est parti. La phase de dessin étant validée, maintenant il faut passer à la phase de maquette pour valider la forme 3D et la forme globale du produit. Cette étape, elle est ultra importante dans le processus design parce que dans ta tête ou sur le dessin, tout marche bien, tout marche super bien, mais quand tu commences à le voir en vrai, le produit, tu te rends compte que les proportions, la taille, les lignes, l'ergonomie sont pas comme tu l'avais imaginé, et sont pas comme tu l'avais dessiné. Donc en un mois, Jonathan Ive et son équipe, ils ont réalisé des dizaines de maquettes du Mac pour les montrer à Jobs, et comme à son habitude, il a dit « c'est de la merde ». Mais Johnny et l'équipe, ils ont quand même réussi à convaincre Jobs que cette forme était la bonne. Donc une fois le dessin et la forme validés, très bien, il fallait maintenant passer au choix des matériaux, et c'est là où mon pote, ça commence à être un peu compliqué, ça va pas être triste. Parce que le Mac allait obligatoirement être fait en plastique pour des raisons de coût, de faisabilité et d'aspect de matière. Sauf que quand tu es une marque comme Apple qui vend des ordi 4 fois le prix des concurrents et que tu fais du plastique, la frontière entre la qualité et le cheapos un peu basse qualité, elle est super fine, ça rase. Mais d'après Jonathan Ive, ça faisait complètement partie de la stratégie d'Apple. Le plastique donne une impression que l'ordi est abordable et sympathique pour ne pas rebuter les gens avec la techno. Et c'est là que le fameux plastique translucide, transparent de couleur a fait son apparition. C'est un plastique coloré pour lui donner une personnalité et qui est assez gras pour rappeler la texture de la peau humaine. Et l'aspect translucide du plastique, ça donne une sensation d'accessibilité. L'air de dire « viens voir, j'ai rien à cacher ». Et pour renforcer encore plus cette sensation d'humanité, Jonathan Ive il a rajouté un tout petit truc, un détail nul. On n'y fait même pas gaffe au final. Il a juste rajouté une poignée. Alors d'un point de vue juste cartésien et ingénieur, la poignée elle sert à rien. Juste à la limite à transporter l'objet, c'est tout. C'est juste tu prends l'objet, tu le mets d'un point A à un point B, c'est tout. Sauf que pour un designer, une poignée c'est beaucoup plus que ça. Ça induit un sens caché. En réalité, la poignée de l'iMac a été faite pour créer du lien avec l'utilisateur, en l'incitant à aller le toucher. Et quand tu as touché l'objet, tu as en quelque sorte brisé la glace avec, et t'es donc plus enclin à l'acheter. Et cette simple poignée qui paraît rien, qui paraît juste inutile, en fait,
elle va complètement changer radicalement la façon dont les gens vont interagir avec les ordinateurs. Parce qu'à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, les gens ils étaient pas aussi à l'aise que maintenant avec la tech. Et quand un truc te rebute ou te fait peur dans la vie de tous les jours, bah tu t'en approches pas. C'est donc pour ça que Jonathan Ive a imaginé la poignée. Elle est le symbole du lien entre la machine et l'homme. La poignée te donne la permission de toucher l'objet, comme si l'ordinateur s'inclinait devant toi. Ça reflète un peu le caractère chaleureux et ludique de l'iMac. Sauf qu'il y a un problème. Parce qu'une simple poignée, ça paraît rien. Sauf que ça coûte cher, mon frère, parce qu'à l'échelle d'un utilisateur, ça coûte rien, une poignée pour une personne, c'est rien, c'est une poignée. Sauf que quand tu fais des millions de produits, bah ça coûte cher. Et ça coûte cher parce que tu dois soit modifier le moule, ou alors tu dois en faire un deuxième, et là ça coûte encore plus cher. Et dans l'ancien Apple, ça serait jamais passé. Donc heureusement que Steve Jobs a repris les rênes d'Apple à ce moment-là, parce qu'il a directement validé sur le champ l'idée de Jonathan Ive, parce qu'il a kiffé ça. Donc une fois que tout avait été validé, la couleur, la forme, la souris, qui est vraiment une belle merde, et que tout le reste, tout allait bien, l'iMac a été correctement présenté lors de la keynote de 1998 et créa la stupeur totale, l'émerveillement des gens. Jobs avait fait un all-in sur ce projet et il a eu raison. L'iMac n'a jamais été conçu pour être différent, mais la différence était la conséquence naturelle du processus de conception. Une semaine après sa sortie, les actions d'Apple ont grimpé pour atteindre 40$, et l'été qui a suivi le lancement, Apple a dépensé 100 millions de dollars dans le marketing pour que les gens achètent leur nouveau bébé. L'iMac a donc complètement modifié le rapport aux ordinateurs. Grâce à lui, les gens ont donné beaucoup plus d'importance au style et à la personnalisation qu'aux specs internes que personne ne comprend. Et après le lancement de l'iMac, Jonathan Ive est bien évidemment passé au rang de superstar du design connu dans le monde entier, avec aujourd'hui plus de 730 brevets de conception à son actif. C'est insane, c'est monstrueux. La suite, vous la connaissez, iPod, iPhone, AirPods, blablabla. J'ai pas besoin de vous le réexpliquer, ça a déjà été dit plein de fois. Par contre, ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est la vie de Jonathan Ive maintenant. Il y a maintenant 2 ans, en 2019, il quitte Apple pour monter sa propre agence qui s'appelle Love From. Alors évidemment, Apple reste son principal client, il va continuer à bosser pour eux, mais pas que. Il y a plein d'autres clients hyper intéressés par ses services. Vous vous souvenez qu'en début de vidéo, je vous ai dit que Jonathan Ive était passionné par les bagnoles, et que c'est grâce à ça qu'il est devenu designer. Et bien aujourd'hui, il a été recruté par la famille Agnelli pour travailler en collaboration avec Ferrari. Et juste pour la petite anecdote, son départ chez Apple a fait perdre 9 milliards à Apple en bourse. Dès qu'il est parti, la bourse a chuté de 1,4%. Un mec a fait perdre 9 milliards à Apple. BG. Et dans son agence aujourd'hui Love From, il a recruté pas mal d'anciens designers de chez Apple, notamment l'Australien Mark Newson qui a fait Sketches. Mais attention, depuis tout à l'heure je suis en train de faire des éloges à Jonathan Ive, il a fait quand même beaucoup de merde, il a pas fait que des trucs bien sûr, c'est impossible de faire une carrière de designer sans avoir des hauts et des bas. Il a fait énormément de produits pourris, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il a fait quand même pas mal de produits nuls à chier quand même. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le monde du design t'intéresse, tu peux toujours me poser tes questions. Il y a mon lien WhatsApp en description, donc tu peux m'envoyer un message et j'y répondrai. Pense bien à t'abonner, c'est ultra important. Moi je te dis à plus, salut.